Bonjour, nous sommes Sandrine et Silver du blog voyagerosetats-unis.com. Après près de 30 ans passés sur les routes américaines avec nos 4 enfants et près de 15 ans à accompagner des voyageurs dans la préparation de leur périple aux USA, nous voici à partager avec vous notre expérience et surtout notre passion des États-Unis. Alors c'est parti, laissez-nous vous faire voyager aux États-Unis. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous vous proposons de décoder pour vous le panorama des magasins et des commerces de proximité américains. Comment se compose l'offre? Quels sont les différents types de magasins, les enseignes spécialisées? Où les Américains font-ils leurs courses? Autant de questions auxquelles nous allons répondre et qui vous permettront de faire vos courses sur place lors de votre prochain périple aux États-Unis. Prêt, Silver, à dégainer ta carte bleue? Alors, presque prêt. Avant de commencer, je te propose de faire juste un petit intermède. Parce que ça fait un petit bout de temps qu'on a peu fait de podcast. Les gens doivent... alors, ceux qui nous suivent régulièrement, oui. Les autres qui tombent sur notre podcast de façon aléatoire, non. Et pour ceux qui nous suivent régulièrement, c'est vrai que ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas produit de nouveaux podcasts. Alors, on vous explique tout simplement, c'est pas qu'on a arrêté, c'est pas qu'on ne veut plus continuer ou qu'on n'a plus d'inspiration. Non, c'est pas vraiment du tout. Juste qu'on a été complètement débordé. Cette année, c'est notre plus grosse année en termes de nombre de clients depuis la reprise post-Covid. Et on s'est fait un petit peu prendre par le timing, vu le nombre de dossiers qu'on avait à traiter pour l'été. On a démarré un petit peu tard la production des carnets de route, qui est vraiment le moment du goulot d'étranglement de notre année. Oui, c'est vrai qu'il a été retardé par notre voyage exploratoire. On en reviendra. Ça a joué, on est parti en Floride quelques jours et on était un peu malade, etc. Donc du coup, on s'est retrouvé complètement débordé par le quotidien de notre activité de coaching. On a les mises à jour. Les mises à jour des carnets de route. On n'a pas pu enregistrer de nouveaux podcasts, on n'en avait plus en réserve. Donc voilà, on a fait une petite coupure. On essaie d'en relancer un là juste au moment du départ des vacances. On essaie peut-être d'en faire un deuxième durant le courant de l'été. Et c'est promis, à la rentrée, on sera beaucoup plus régulier. Voilà, on viendra à la régularité. Peut-être pas tous les 15 jours comme on faisait avant parce que ça prend vraiment beaucoup de temps et d'énergie. On va essayer d'être dans la régularité toutes les 3 semaines ou un mois. On verra un petit peu comment on arrive à faire. Ok, merci Silver pour ce petit aparté. Maintenant, revenons-en justement au commerce de proximité aux États-Unis. Alors, pour faire ses courses, c'est vrai que la première chose auquel on pense, c'est d'aller au supermarché. Et alors, il y a déjà des petites différences dans la typologie des supermarchés entre la France et les États-Unis. Je m'explique. Quand on pense aller faire ses courses alimentaires en France, on va penser tout de suite au supermarché. Et c'est vrai que supermarché, ça peut à la fois recouvrir des enseignes de taille moyenne au centre-ville, ou bien des très très grosses enseignes en périphérie des villes, ce qu'on va aussi appeler des hypermarchés en France. Ouais. Pour nous, on va appeler ça un supermarché, mais quand on pense supermarché, on pense d'abord alimentaire. Aux États-Unis, le terme supermarché peut recouvrir ça, mais va moins recouvrir le commerce alimentaire de détail. Et on va avoir un deuxième terme qui est le terme de grocery store, qui va un peu plus s'appliquer à ça. Mais on va démarrer par le plus gros, celui qui comprend le plus de choses. Ce qu'en France, on appellerait... Qui se rapproche le plus à nos hypermarchés. Voilà, ce qu'on appellerait chez nous un hypermarché, et qu'aux États-Unis, on va appeler un supermarket. La plus grosse enseigne d'entre elles étant Walmart, qui est le leader au niveau national du retail aux États-Unis et qui a un modèle à peu près unique. C'est à peu près le seul à fournir ce genre de magasin aux États-Unis, avec une petite peut-être Target qui lui dame le pion, mais c'est un petit peu différent, on va y revenir dessus. Donc démarrons par ces plus grosses surfaces, les Walmart. Alors déjà, le Walmart, quand on va faire les courses au Walmart, on peut dire dans les supercenters, après on reviendra aux autres types de Walmart, on peut dire qu'il y a un agencement qui est général dans tous les Walmart, c'est-à-dire qu'il y a 2 entrées, une par la droite, une par la gauche. Voilà, donc tous les gros Walmart, ce que techniquement on appelle Walmart Supercenter, que les Américains vont appeler Walmart, c'est le plus répandu. Effectivement, il y a généralement, donc c'est vraiment une très très grosse surface, et il y a une entrée plus à gauche, une entrée plus à droite. Généralement, l'entrée à droite, il y a marqué grocery au-dessus, et ça va se rapprocher de ce que nous on va appeler un supermarché alimentaire. Et l'entrée à gauche, je ne sais plus ce qu'il y a marqué d'ailleurs, et
C'est pas pharmacie, pharmacie, je crois. Il y a souvent marqué Oui, pharmacie, pharmacie. mais disons que ça va être l'entrée, justement, qui passe par le coin pharmacie, mais aussi cosmétique, et puis tout le reste, on va en Voilà, revenir dessus. pour mieux visualiser, effectivement, on rentre, effectivement, généralement on rentre par le grocery, côté grocery, donc par la droite. On arrive au rayon frais avec les fruits et légumes, hein, Silver, les fruits et C'est la légumes. première chose qu'on trouve à droite en rentrant, en général, dans Ouais, les la Walmart. charcuterie, le rayon traiteur, la boulangerie. Fraîche, effectivement. Et après, quand on prolonge, quand on va un peu plus loin, quand on s'avance, sur le mur de droite, on a tout ce qui est viande, comme ça. C'est tout le frais, Ouais. en fait, qui va être sur le mur de droite et le mur du fond. Donc, d'abord les viandes, Les fromages. laitages. Ouais. Alors, et en fait, plus au fond, les boissons. Et après, effectivement, sur le pendant, effectivement, les rayons adossés, c'est tout ce qui est nourriture, généralement, effectivement, ce qu'on va retrouver. Et ensuite, donc ça fait à peu près un tiers, de la surface. Le tiers droit du magasin, c'est déjà très très grand. Hein. C'est l'alimentaire. Et du coup, au milieu, on va retrouver tout ce qui est vêtements, parce qu'il y a pas mal de vêtements, effectivement. Vêtements, et au fond, tout ce qui est l'électronique. Électronique, donc des télévisions au téléphone en passant par les appareils photo, enfin voilà. Les jeux vidéo. Jeux vidéo, ouais. un petit peu de livres et ce genre de choses. Et après, dans la partie gauche, on a en fait tout le restant, à savoir tout l'équipement de la maison, le sport, le bricolage, le camping. Parfois le jardinage. Parfois le jardinage qui peut aussi être dans un bâtiment séparé, accessible par Ouais, et l'extérieur. après, quand on revient effectivement vers la sortie, on passe par les cosmétiques et par le coin pharmacie. On reviendra plus tard sur ce point, comme ça. Donc là, voilà, vous pouvez un petit peu mieux visualiser un supermarché Walmart américain. Donc le principe du Walmart, c'est d'être des très très grandes surfaces. C'est une des rares enseignes qu'on trouve sur tous les États-Unis. Je parle pour le retail alimentaire. On verra que les autres supermarchés sont souvent des supermarchés plutôt locaux. Le Walmart, c'est partout aux États-Unis. C'est des supermarchés pas de centre-ville, de périphérie. Et c'est des supermarchés qui sont quand même orientés discount. Le principe du Walmart, c'est des prix bas toute l'année et pas de carte de fidélité, de choses à combiner, de machin. Non, c'est les prix bas tout court, tout de suite, pas de coupons, pas de réduction, machin. C'est voilà, on a vraiment des prix qui sont le plus bas possible. Il y a quand même de temps en temps des promotions. Hein. Oui, il peut y avoir des promotions. Mais pas les coupons. Les coupons de gagne comme on peut en voir dans les autres. Pas accessibles par des systèmes complexes de points ou d'autres, etc. Donc, on peut revoir donc, dans ces supermarchés-là, on peut parler notamment la différence avec la France, c'est en termes de rayonnage. Les rayons parfois sont pas les mêmes et de tailles différentes. Oui, rentrer dans un Walmart, c'est presque un petit voyage aux États-Unis. C'est vraiment une différence. Amusez-vous, même si vous n'avez pas un besoin absolu, d'aller visiter un de ces grands supermarchés parce que c'est une différence culturelle. On en trouve un petit peu dans tous les rayons. Alors d'abord, ça peut être la taille comparée des rayons. Donc il y a des rayons qui sont beaucoup plus développés chez nous et qui vont être beaucoup plus développés à l'inverse aux États-Unis. Par exemple, dans les rayons surdéveloppés aux États-Unis, on va citer les snacks, les céréales. Alors les céréales, il y a un choix complètement monstrueux. Alors c'est dans le choix et aussi dans le conditionnement. C'est-à-dire que les snacks, nous, je sais pas, je crois que ça va jusqu'à 450 grammes à peu près le paquet de céréales. Là-bas, mais c'est même pas en fait dans un carton, c'est dans un gros sac que c'est vendu parfois. Ça, et notamment, et les snacks aussi. Les snacks, vous connaissez les sachets de chips. Et ben là-bas, ils font des gros cartons où ils mettent une cinquantaine de sachets de chips différents, justement, que vous pouvez emporter. Voilà. Alors, les chips, typiquement, alors, ça se développe de plus en plus en France. Il y a 10 ou 15 ans, on voyait vraiment beaucoup plus encore la différence avec la France, mais c'est vrai que ça a tendance à se développer en France. Mais il y a quand même une diversité de choix, de goût, de forme, de tout ce qu'on veut, sans cesse renouvelé, qui est assez impressionnante. Le pain industriel, on va dire, plutôt le pain de mie. Ce que les Américains appellent bread, ce que nous on va appeler pain de mie. Eux, ils ont tout un rayon effectivement de pain industriel. C'est là-bas que vous allez retrouver effectivement alors, le pain de mie avec différentes variations. Alors, un nombre infini, vous ne savez pas quoi acheter, c'est l'enfer, il y en a 50 000. Pour nous, le pain de mie, c'est du pain de mie, il y a 3 marques et voilà, grosso modo, c'est fait, avec ou sans la croûte, puis c'est tout. Mais là-bas, pas du tout. Alors là-bas, pas un sandwich à machin, épais, pas épais, avec tel ou tel produit, c'est
assez dingue. Bah, d'ailleurs, c'est là-bas que vous retrouverez le pain si vous faites des pique-niques et des barbecues pour faire vos burgers ou les hot dogs. Un hot dog, un burger, tout ça se retrouve ou les bagels dans ce même rayon. À l'inverse, par exemple, un rayon comme les yaourts ou les desserts lactés, c'est surdimensionné en France. Et c'est quasiment inexistant aux États-Unis. Non, c'est pas inexistant, mais c'est vraiment limité. Non, mais et de fait, en plus, il y a beaucoup moins de choix. Et nous, on a des emballages par 4, par 6, par 12 pour les yaourts. Là-bas, c'est plus des emballages individuels. Et effectivement, on se retrouve un petit peu comme en Allemagne, effectivement, on achète son yaourt. Et on comprend bien, effectivement, vu le prix, c'est un peu la correspondance. Un yaourt, c'est à peu près le prix d'un yaourt là-bas, aux États-Unis. Et sachant que je ne peux pas l'expliquer, mais je trouve vraiment, moi qui adore les yaourts en France, ça n'a pas la même texture. Donc essayez si vous voulez, sinon faites l'impasse pendant tout votre séjour. C'est une question de goût, mais effectivement, on peut se retrouver un petit peu déstabilisé. Alors, si, il y a un point quand même qui est assez surprenant aussi, concernant, c'est pas les tâches, mais c'est le lait, le conditionnement du lait, hein, Silver. Nous, effectivement, le lait, on va plus le retrouver en briques avec l'eau, juste comme ça, dans le conditionnement de l'eau, alors que là-bas, c'est au rayon frais que vous allez le trouver. Hein. Ouais, le lait est vendu frais, donc il se conserve plus difficilement, il n'est pas pasteurisé en briques achetées. Alors, on en trouve quand même, il faut savoir vraiment le chercher. Il est beaucoup plus cher qu'en France sous cette forme-là, alors que le lait est plutôt moins cher qu'en France sous sa forme fraîche. Mais effectivement, c'est une spécificité américaine qui est liée à des habitudes simplement. Hein. C'est qu'en fait, les Américains, ils ont tellement l'habitude du lait frais que si vous lui donnez une brique dans laquelle il y a marqué qu'elle est valable 6 mois, il va se dire c'est pas possible, c'est un produit frais le lait. Et le conditionnement est beaucoup plus grand quand même. Hein. C'est demi-gallon, Ils vont acheter ça en gros gallons et régulièrement, plus régulièrement que nous parce qu'ils peuvent moins stocker parce que c'est effectivement au rayon frais. Alors en parlant de rayon frais, une chose amusante aussi dans ces énormes supermarchés, en fait, j'ai dit que tout le mur du fond c'était le frais. Et il y a une raison à ça, c'est qu'en fait, tout le mur du fond jouxte la chambre froide dans laquelle est stocké tous ces produits frais. Et en réalité, les armoires, les frigidaires dans lesquels on va chercher nos produits frais, notre lait, notre fromage, etc., une partie d'entre eux sont réalimentés par l'arrière. En fait, si vous regardez derrière le lait, vous allez voir qu'il y a un entrepôt derrière. Et en fait, c'est pas un frigo, c'est un entrepôt frigorifique dans lequel vous pouvez ouvrir avec une porte vitrée pour y accéder et aller chercher votre produit. Ce qui est plutôt malin d'ailleurs, ce qui permet de le réalimenter par derrière. Et en parlant des produits aussi laitiers, au niveau fromage, par rapport à la France, il y a une diversité beaucoup moins élevée. En fait, la diversité, elle va être tranchée, en cubes, en paillettes, en morceaux, en machin. Mais le nombre de types de fromages différents, grosso modo, il y a 4 ou 5, quoi. Il y a du Suisse qui ressemble plus ou moins à l'emmental. Il y a le pepper jack qui est avec des petits pimentés, quoi, légèrement. Il y a quelque chose qui ressemble à la mozzarella ou qui a une sorte d'équivalent de la mozzarella. T'as dit le Suisse, American cheese et cheddar. Et American cheese, c'est vraiment plutôt pour les burgers et du cheddar. En grosso modo, on a à peu près fait le tour le blue cheese, qui a un équivalent d'un bleu générique. Il n'y a pas de diversité, sous-diversité, etc. Donc ça, c'est assez marrant de retrouver une typologie à 5 fromages un peu partout. Sinon, si vous voulez plus de types de fromage, il faudra aller au rayon traiteur. C'est la même chose aussi pour ce qui est la charcuterie. Effectivement, il y a pas mal de charcuterie. Nous, on préfère finalement, généralement, aller au rayon traiteur. Silver, c'est équivalent en termes de prix. Et généralement, c'est quand même meilleur. C'est ce qu'ils proposent. Alors, autre spécificité, on saute du coq à l'âne, les médicaments. En fait, dans les Walmart, il y a un rayon pharmacie. Alors, d'ailleurs, un double rayon pharmacie. Parce qu'il y a d'abord la pharmacie en libre service. Il faut voir qu'aux États-Unis, où c'est un rayon de médicaments. Les médicaments qui ne sont pas vendus sous ordonnance sont grosso modo en vente libre, y compris hors des pharmacies, dans les supermarchés, à la station-service ou autre. Donc on peut acheter du paracétamol partout. D'ibuprofène. Et il y a même un certain nombre de choses qui sont en France sur ordonnance et qui aux États-Unis ne le sont pas.
Donc il y a un certain nombre de médicaments qu'on peut acheter. Alors, vous serez à la ça. fois effectivement surpris qu'on puisse acheter ces médicaments, mais aussi on continue sur leur conditionnement sévère. Effectivement, en France, c'est réglementé. Hein, on ne peut pas vous vendre Une des boîte de médicaments. Doliprane, je crois que Voilà, c'est 12. 12, ça doit être le max. Et aux États-Unis, le max, ça doit être. Je crois que c'est 1000. Je crois qu'on a des boîtes de 500. C'est 2 boîtes de 500 Ouais, par ouais. 1000. Vous pouvez les acheter par 1000. Et alors, le prix Ouais. est ridicule. Là, pour le coup, en fait, pour une boîte de 6, vous devez acheter pour une boîte de 12, vous devez acheter probablement 100 capsules de Ouais. paracétamol aux États-Unis. Et c'est pas un gros conditionnement 100. Donc, vraiment, c'est assez étonnant. Mais comme ils n'ont pas de limite et que ces produits sont en général pas chers, et ben, du coup, il y a une course à qui va faire le moins cher pour attirer les clients. Donc il y a ça. Et à côté, il y a la pharmacie qui, elle, est avec distribution au comptoir sur ordonnance pour tout ce qui est produit de prescription. Mais en tout cas, si vous avez un besoin pour de la bobologie, mal de ventre, vous êtes pansement, etc., tout ça est disponible en supermarché dans les Walmart avec énormément d'options et de choix. Ah, on peut aussi parler des prix, Silver, dans ces supermarchés-là. Enfin, on va parler notamment du Walmart par rapport au prix français. Globalement, c'est plutôt tout est probablement moins cher. Il y a certaines exceptions où on peut avoir moins cher, nous, localement, sur des produits frais, Ouais. des fruits et légumes. Ça va dépendre lesquels. Alors, on va avoir des fruits et légumes moins chers aux États-Unis. Les La pastèques, pastèque, par les exemple. melons, ça n'a rien à voir. Ça, c'est moins cher. Ouais. Mais voilà, sur d'autres tomates, fruits, les sur tomates les sont- tomates, sur les choses comme ça, Ouais. ils en consomment probablement moins. Et du coup, ça a tendance à être un peu plus cher. Mais sur tout le reste, en général sur la viande, sur Oui, c'est les vrai, œufs, ouais. sur à peu près tout le reste, les prix sont quand même plutôt un peu moins chers aux États-Unis, notamment dans ces grands méga supermarchés comme Walmart. Ce sera un petit peu différent sur les grocery stores qu'on va voir juste après. On a ça. Les caisses, généralement, effectivement, alors maintenant, de plus en plus, on peut dire que c'était comme en France, mais ils viennent, eux également, ils en viennent aussi aux caisses automatiques, de plus en plus quand même. Oui, hein. c'est vrai que c'était quelque chose où ils dernières ont années, eu un démarrage plus lent. Ouais. Je pense que le coût de la main-d'œuvre étant moins élevé aux États-Unis pour des questions de charges, etc., ils sont restés beaucoup plus longtemps avec des caisses avec Traditionnelles. caissières, etc. Mais ils ont pris le virage là depuis 5-6 ans et on commence à avoir des grosses sections de caisses automatiques. Donc du coup, c'est pratique parce qu'il y a moins d'interaction, c'est assez facile. Et aussi, il faut le savoir, c'est vrai que souvent ces caisses en France, elles sont un peu tatillonnes, il y a toujours des erreurs, des problèmes, il faut que quelqu'un intervienne, ça pèse mal, etc. Aux États-Unis, il n'y a aucun. Alors là, pour le coup, c'est beaucoup plus soft, beaucoup moins de vérification, et du coup, c'est très, très, très fluide et ça fonctionne très bien. On peut aussi parler des employés en général de ces supermarchés. Hein. Oui, alors le Walmart, c'est assez amusant. Il y a pas mal d'employés, il y a une main-d'œuvre assez présente. Et c'est vraiment des employés, je vais le dire, assez peu qualifiés, des employés qu'on aurait du mal à trouver ailleurs. Ça peut être des employés assez âgés, ou ça peut être des employés clairement avec une maîtrise de l'anglais assez, assez limite, donc des gens handicapés même, etc. Enfin, on en trouve beaucoup plus, Ouais, on en effectivement, trouve beaucoup plus. qu'en France. Et voilà, on a vraiment cette impression-là. Mais ce qui est étonnant, c'est que cette main-d'œuvre de plus bas niveau, elle a beaucoup plus d'initiatives et de possibilités d'initiatives qu'en France. C'est-à-dire qu'en France, quand il y a une erreur, la caissière, elle doit appeler la caisse principale pour que quelqu'un vienne flasher sa carte pour lui donner droit à vous retirer quelque chose, etc. Au Walmart, l'employé de base à la caisse, il a tous les droits. Il change le prix d'un produit. Si vous lui dites, ah ben c'est bizarre, moi ce prix, je n'ai pas vu le prix en rayon, c'était pas ce prix-là. Alors en France, c'est toute une histoire. Ah bon, bah vous irez à l'accueil vous faire rembourser, ou alors on va appeler quelqu'un qui va aller vérifier, etc. Aux États-Unis, la caissière, elle vous dit, ah bon, c'était combien? Vous dites le prix et hop, elle change le prix d'elle-même, Oui, assez sans souvent. poser de questions. Donc voilà, ça c'est vrai qu'il y a cette flexibilité-là, c'est assez marrant comme différence. Ensuite, il y a le thème de la sécurité quand on rentre dans un supermarché américain. Ouais, ça c'est assez amusant effectivement dans les Walmart. Il y a pas de sécurité très apparente, et en tout cas il n'y a pas de vigile,
il n'y a pas de service de sécurité. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est assez classique de voir des services de sécurité qui ressemblent un peu à la police, qui ont même des armes, etc. Au Walmart, il n'y a pas ça du tout. Ce qu'il y a à l'entrée et à la sortie, c'est des greeters. Souvent, c'est des personnes âgées. C'est des employés très 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 basiques qui vont à l'entrée vous dire bonjour et à la sortie faire semblant de vérifier votre ticket. Je dis vraiment faire semblant parce qu'ils attrapent votre ticket et ils regardent distraitement et ils donnent un petit coup de stylo dessus. Et en fait, c'est plutôt pour dissuader les vols, etc. Mais voilà, pas avec des gens armés et des contrôles serrés, etc. C'est assez amusant. Et ce qui peut surprendre également, c'est qu'en fait, contrairement en France, il y a toute une partie des objets qu'on peut acheter qui sont de l'autre côté des caisses, en fait. Ouais. Il faut passer les caisses pour pouvoir aller les chercher et après repasser par les caisses. Et des produits en promo, Ça, ils sont directement à l'entrée du magasin, avant les caisses. Donc vous avez l'impression que vous sortez, que vous pouvez vous servir et repartir. C'est assez bizarre parce que nous, on ne les mettrait pas de ce côté-là. Donc ça, c'est vrai que c'est le cas. Les services sont plus développés dans les supermarchés américains. Par exemple, vous allez avoir toujours des employés qui ramènent les caddies. Vous n'allez pas aller ramener votre caddie. D'ailleurs, il y a le système de caddie à pièces où vous mettez votre pièce pour récupérer votre caddie. Ça n'existe pas aux États-Unis. Les gens trouveraient ça fou, complètement dingue, de se dire qu'il faut mettre une pièce, une consigne sur son caddie. Ça n'existe pas. Et quand on est dans les autres types de supermarchés, pas Walmart mais les autres, c'est l'employé de caisse ou un autre employé qui va vous faire vos sacs, qui vous fait votre emballage, qui emballe vos courses pour vous. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait chez nous. Alors justement, tu parlais des sacs. Alors en fait, maintenant, ça a changé. Donc en France, maintenant, les sacs sont payants. Aux États-Unis, ça dépend des États. Il y a des législations qui diffèrent. Donc dans certains États, on vous donnera les sacs gratuitement. Dans d'autres États, il faudra les payer. Et dans les supermarchés Walmart, c'est que des sacs en plastique comme chez nous. Enfin, comme chez nous il y a encore quelques années. Et dans les supermarchés qu'on verra après les grocery stores, il y a encore la tradition éventuelle des sacs craft, des sacs en carton, en papier craft, qu'on voyait dans les séries. Quand les gens rentrent du supermarché avec leur sac craft comme ça qui déposent sur la table, ou parfois aussi dans les séries quand ils veulent mettre une boisson alcoolisée dedans et qu'ils sont dans un lieu public. Tout à fait. Donc là, on a vu un petit peu comment se composait un supermarché, notamment un Walmart, sachant que donc, dans le Walmart, il y a 3 types de Walmart. Ce qu'on vient de décrire, c'est le Walmart Supercenter, c'est le plus répandu et le plus classique. Après, il y a le Walmart normal, non Supercenter, qui va grosso modo être surtout les 2 tiers gauche de ce qu'on a décrit, c'est-à-dire tout ce qui est non alimentaire, ou en tout cas avec peu d'alimentaire et pas de frais. C'est pour ça qu'on va vraiment privilégier le Walmart Supercenter où il y a de tout. Et dans les grandes villes, dans la périphérie des grandes villes, on va trouver aussi des Walmart Neighborhood Market qui eux ne présentent que le frais et une partie de l'alimentaire, mais pas le bricolage, pas forcément la pharmacie, etc. Donc là, on a détaillé le Walmart. On avait parlé au tout début aussi des Target. C'est aussi un supermarché qu'on aime bien. Voilà. Le Target, on va retrouver ce côté, il y a de tout. Mais disons que par rapport au Walmart, il y a la partie grocery, la partie alimentaire est quand même beaucoup plus limitée. Donc c'est vraiment plus l'habillement, le bricolage. Et on reviendra sur l'habillement du Target qui est très intéressant. Mais disons pour faire ses courses alimentaires, c'est assez rarement au Target qu'on va aller, sauf dans des cas un peu particuliers. Donc là, on vous a détaillé les supermarchés. Maintenant, on en vient aux grandes chaînes locales de grocery store. Voilà, ce que nous on va appeler un supermarché de taille moyenne, tourné surtout sur l'alimentaire. Donc là, comme on l'a dit rapidement au début, il n'y a pas de vraie grosse chaîne nationale. C'est un peu faux ce on verra après. Mais les chaînes les plus développées sont toujours des chaînes locales. On va retrouver Publix en Floride notamment. Floride, Safeway, Kroger, Albertsons, Ralph, Winn-Dixie. Il y en a plein d'autres en fait. Chaque zone géographique va avoir ses marques. Alors en réalité, c'est un peu biaisé parce qu'aujourd'hui, ces marques, elles appartiennent à des groupes qui possèdent plusieurs marques. Et en fait, quand on va dans un Safeway en Californie et un Vons ailleurs, en fait, on s'aperçoit que c'est un peu le même supermarché en changeant de nom. Donc ces supermarchés-là,
la différence avec le Walmart, la première grosse différence qu'on dit, c'est que 80% de ce qu'ils vendent, c'est de l'alimentaire. Voire Voilà. 90%. Ouais, il y a un petit peu pour du dépannage d'autres choses, mais grosso modo, c'est pour ça qu'ils s'appellent grocery store et pas supermarché. Donc on va vraiment avoir des grosses surfaces alimentaires. Par contre, elles sont grandes pour de l'alimentaire. Ça reste quand même des tailles supérieures à ce que nous va être un Carrefour Market. C'est la taille en dessous du Carrefour. C'est des supermarchés plus petits de centre-ville. Là, quand on va dans un Safeway ou dans un Publix, c'est vraiment un grand supermarché d'alimentaire. Alors généralement, on trouve des produits quand même plus chers que Walmart, ça c'est sûr, mais souvent quand même de meilleure qualité. Voilà. En tout cas, il y aura plus haut de gamme. Plus de choix, beaucoup plus de choix dans ce qu'on va trouver. Dans le choix, on va trouver du plus haut de gamme. Et donc, du coup, on aura des prix en moyenne plus élevés. Mais aussi, c'est des supermarchés qui travaillent beaucoup la promotion. Avec des coupons guide aussi. Deux types de promotions. Donc, les coupons. Donc, ils éditent des catalogues de coupons. On en trouve dans la presse, etc. Alors, ça, c'est... Voilà, pour vous, visiteurs, c'est vraiment impossible. C'est trop compliqué. Voilà, il y a des gens qui sont des professionnels. Si vous suivez les émissions de coupons, les gens font des courses de $2000, ils arrivent à la fin, on leur rembourse de l'argent parce que presque, les bons coupons. Donc ça, c'est compliqué à utiliser. Par contre, il y a des cartes de réduction effectivement qu'on peut se faire sur place. Alors effectivement, ils utilisent par contre des cartes de fidélité qui la plupart du temps ne fonctionnent pas avec le fait de mettre des économies que vous allez avoir dessus et que vous allez réutiliser plus tard. Non, c'est des réductions immédiates parce que vous avez la carte. Quand vous voyez des promotions dans ces supermarchés-là, regardez bien s'il y a le sigle de la carte, parce que si ça se trouve, cette promotion, elle n'est valable que pour les porteurs de la carte et vous pouvez avoir l'impression qu'il y a une promo, mais en fait, vous ne l'aurez pas si vous n'êtes pas porteur de la carte. Du coup, n'hésitez pas en début de séjour à aller justement à l'accueil de ces petits supermarchés et demander la carte. Vous pouvez le faire, pas besoin d'être américain du tout pour l'avoir et elle est gratuite. Et comme ça, vous pourrez bénéficier des promotions qui peuvent vraiment être intéressantes. Oui, c'est souvent du 50%. C'est des promotions qui ont disparu en France où on a beaucoup plus de législation qui limite ça. Et aux États-Unis, avoir du 50, du 60% de réduction, ça arrive. D'ailleurs, une autre petite subtilité, quand vous voyez aux États-Unis, par exemple, 2 pour $10, vous dites que ça veut dire qu'il faut en prendre 2 pour avoir $10, ça veut dire 1 pour $5 en fait. Si vous en prenez qu'un, vous avez la moitié du prix. C'est vraiment une façon de présenter les choses, mais ce n'est pas une promotion liée au fait que si vous en prenez plusieurs, c'est moins cher. Et ces petits supermarchés aussi, ces supermarchés proposent aussi un rayon traiteur qui peut être intéressant aussi pour vous. Lors de votre périple, notamment pour les pique-niques ou pour manger à l'hôtel. Ils ont des salades bars, ils ont des rôtisseries, ils ont beaucoup de choses pour faire des sandwichs, pour acheter des choses préfaites, y compris des plats chauds. Le rayon rôtisserie, c'est vrai au Walmart, c'est vrai dans ces grocery stores, permet d'acheter des poulets cuits chauds à des prix très raisonnables. Ça c'est effectivement très très pratique et c'est une des raisons pour lesquelles on peut s'arrêter dans ces magasins. Donc on a vu les supermarchés type Walmart et les grocery stores plutôt alimentaires et locales. Maintenant on va parler des nationales, les chaînes nationales des grocery stores. Oui, alors effectivement, j'ai dit qu'il n'y en avait pas. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des chaînes nationales, mais sur le créneau du bio, du équitable, toutes les chaînes qui vont aller un peu sur le créneau healthy, santé, etc. Et du coup, là, on a Whole Foods. Whole Foods, c'est le premier qui a la première grosse chaîne nationale de ce. Aujourd'hui, ça a été racheté par Amazon, donc ça appartient au réseau Amazon. Mais on en trouve vraiment partout, même dans les villes. Même dans les centres-villes, etc. Donc Whole Food Market. Le deuxième, c'est Trader Joe, qui est un peu du même genre. Et qui est assez développé, on en trouve aussi un petit peu partout. Alors ça, c'est clairement des chaînes qui sont plus chères que les grocery stores et beaucoup plus chères que le Walmart. Et aussi dans les produits frais, on va trouver Sprout Farmers Market ou Natural Grocers qu'on va trouver un petit peu à différents endroits. Il y en a quand même beaucoup moins que les autres supermarchés, mais on en trouve régulièrement. Donc si vous cherchez spécifiquement du bio ou des produits de plus haute qualité ou du frais plus développé, c'est vers
ces chaînes qu'il faudra vous tourner. Alors maintenant, lorsqu'on est sur la route, lors d'un road trip américain, on tombe sur des magasins spécifiques qui sont assez surprenants, avec la dénomination Dollar Store. Alors, effectivement, ce qu'on appelle Dollar Store, c'est tous des magasins qui vont avoir le mot dollar dans leur nom. On va trouver, par exemple, Dollar General, Family Dollar, Dollar Tree, etc. Alors, ces magasins, ça va se trouver surtout dans des zones plus éloignées des grands centres urbains, où il ne va pas y avoir de gros supermarchés de type grocery store qu'on a évoqué plus loin. Donc en fait, c'est un peu l'équivalent de l'épicerie, dans le sens où c'est des supermarchés qui visent un peu le discount, qui vont vendre un peu de tout, de l'alimentaire. Alors, peu ou pas de frais, par contre. C'est vraiment peu, ou on va dire plutôt pas de frais. Mais qui vont vendre des boîtes de conserve, des pâtes, mais aussi des trucs de bricolage, un peu de tout, à des prix tirés vers le bas, d'où la notion de dollar, et qu'on va trouver quand on est hors des zones où on peut avoir des plus gros grocery stores. Alors il y en a qui sont vraiment généralistes, c'est vraiment comme un petit supermarché, on va dire, ça c'est Dollar General, Family Dollar, et il y en a qui visent vraiment des marchés bien spécifiques, c'est le cas de Dollar Tree. Le principe du Dollar Tree, c'est en train de disparaître, on va expliquer pourquoi. Le principe du Dollar Tree, c'est que c'est en fait des magasins tout à $1. Dollar Tree, tous les produits sont vendus à $1. Du coup, l'alimentaire, le non-alimentaire, du coup il y a des choses chères, il y a des choses pas chères, en fait c'est assez bizarre comme dénomination d'avoir tout à $1. Alors c'est en train de disparaître à cause de l'inflation, hein. En fait à $1 aujourd'hui il n'y a plus grand chose qu'on peut trouver disponible, donc ces magasins sont en train de disparaître petit à petit. Donc là on vient de parler des Dollar Stores, et alors par contre d'autres magasins qu'on voit pléthore lors d'un road trip qu'on rencontre, c'est les convenience stores. Alors ça, va être encore un cran plus petit. Les convenience stores, le leader du convenience store, c'est 7-Eleven. Il y a aussi Circle K, et puis il peut y avoir des magasins de diverses enseignes locales, mais enfin dire que 7-Eleven, c'est vraiment le plus répandu. Un convenience store, c'est un magasin d'ultra proximité pour acheter les petites choses qui manquent, beaucoup de snacks, beaucoup de junk food. C'est des magasins qui sont souvent ouverts 24 heures sur 24. C'est le cas des 7-Eleven. Alors c'est marrant parce que 7-Eleven, le nom 7-11, ça voulait dire ouvert de 7h du matin à 11h du soir. Mais aujourd'hui, ils sont ouverts 24 heures sur 24, donc le nom n'a plus beaucoup de sens. Et l'idée, c'est d'avoir un réseau qui est à la plus grande proximité immédiate. Souvent d'ailleurs, ça va être des magasins qu'on va trouver au niveau des stations-service. Donc il y a des stations-service Circle K ou 7-Eleven. Et ça va être un endroit de dépannage et aussi de junk food pour aller manger beaucoup de junk food, un hot dog, une part de pizza, prendre un Slurpee ou une boisson. Et on y trouve des choses pas trop chères, mais voilà, on va pas pouvoir faire toutes ces courses dans les convenience stores. C'est pour du dépannage en fait. Voilà. Vraiment du dépannage de snacks quand même. En parlant des stations-service, il y a des types de stations-service qui sont un peu différentes par endroit. Au Texas, par exemple, il y a Buc-ee's qui est une enseigne de station-service où là, pour le coup, ça ressemble plus à un supermarché tellement la station-service est immense. Et c'est un vrai bric-à-brac de produits de divers et variés, de choses à manger qu'on peut y acheter. Et on peut noter aussi les stations-service Wawa qui viennent de Pennsylvanie, qu'on trouve un peu sur toute la côte est jusqu'en Floride, où on en trouve pas mal, et qui tirent leur épingle du jeu parce qu'ils ont un rayon nourriture fait sur place qui est plutôt pas mal. Donc vous commandez à des bornes, des sandwichs frais, des petites salades, des sandwichs chauds, des meatball sandwichs, des subs, des petits déjeuners, des choses comme ça. C'est préparé pour une restauration rapide. Pour une restauration rapide, c'est plutôt qualitatif, c'est plutôt bon, et on peut s'en tirer à des prix assez intéressants. Ensuite, d'autres types de magasins qu'on rencontre notamment dans les centres-villes aussi, ce sont les drugstores. Alors, drugstore, ça c'est vraiment encore un type de magasin qui n'existe pas chez nous. Donc, le drugstore, à la base, c'est quand même une pharmacie, mais c'est une pharmacie qui vend aussi des packs de lait, des œufs, des produits, du shampoing, salade, tout. Un petit peu de tout. Donc, c'est vraiment la supérette pharmacie. Donc elle a un côté pharmacie en libre service et au comptoir pour les produits délivrés sur ordonnance, et elle a tout un endroit où on peut acheter aussi des sandwichs, une boisson, un coca,
un truc comme ça. Les grandes chaînes nationales, c'est Walgreens et CVS, qu'on va trouver là partout aux États-Unis, que ce soit en centre-ville ou que ce soit en périphérie des villes. Et après, il peut y avoir des chaînes plus locales À dans New les York, différents ouais. endroits. À New York, il y a Duane Reade, il y en a d'autres comme ça. Donc le drugstore, c'est aussi un endroit de dépannage, un petit peu comme le 7-Eleven. On va pouvoir acheter 2-3 trucs qui nous manquent ou de quoi grignoter. Alors, après, un endroit où les gens n'iront pas forcément, Pour une raison qu'on va évoquer. voilà, mais qui est assez symptomatique quand même des États-Unis, c'est les warehouse clubs. Ouais, les warehouse clubs, donc il y a l'idée warehouse entrepôt, donc c'est des gros magasins discount d'entrepôt, mais club, c'est des clubs Parce que privé avec une carte. Voilà, il faut une carte pour pouvoir acheter, et une carte payante. Donc en fait, vous prenez un abonnement. Donc, le leader incontesté, c'est Costco. Et le deuxième, juste derrière, c'est Sam's Club. Sam's Club, en fait, c'est une émanation de Walmart. Et qui est la même chose que Walmart, mais en mode warehouse club. Donc le principe de ces grands magasins, de ces gros supermarchés, qui sont d'ailleurs assez tournés sur l'alimentaire, mais pas que, c'est des prix tirés vers le bas, des produits vendus généralement en grosse quantité, dans des packaging assez importants. C'est pour ça qu'ils arrivent à tirer le prix encore plus vers le bas. Et des produits de marque. Et oui, et des produits principalement de marque. Ils ont leur propre marque, mais c'est quand même plutôt des produits de marque pas chers, mais toujours avec cette idée que il faut posséder la carte. Donc généralement sur un voyage de 30 jours, vous n'avez pas forcément acheté la carte. Donc il n'y a que le cas de figure, on va dire, de Costco. Si vous êtes en région parisienne, il y a 2 Costco en France en région parisienne, dans le sud et dans l'est de Paris. Et du coup, un des intérêts, c'est que comme il n'y a que 2 magasins en France, la carte Costco ne coûte en France que 30 €. Or, c'est une carte mondiale, donc elle marche aussi sur les costauds aux États-Unis, alors qu'aux États-Unis, ça coûte 60 ou 70 $. Donc c'est 2 fois plus cher. Et l'intérêt du Costco, c'est qu'ils ont aussi des stations-service où ils font vraiment l'essence moins cher. Et pour le coup, effectivement, c'est beaucoup moins cher. Nous, on donc, l'a testé plusieurs fois. Donc, on vous fait des économies sur l'essence. Vous pouvez aussi acheter quelques petites choses en plus. Voilà, ça peut, dans certains cas, être pratique pour ça. Et enfin, il y a d'autres types de magasins, en fait, qui sont les liquor stores. Les liquor stores, c'est les magasins d'alcool. Alors, c'est lié à une chose simple, c'est que la législation de l'alcool, elle est localisée aux États-Unis État par État. Et il y a des États dans lesquels c'est un peu comme en France, on peut acheter l'alcool dans les supermarchés. Mais il y a beaucoup d'États où, selon le niveau d'alcool dans les boissons, on ne va pas avoir le droit de les acheter dans les supermarchés, les supérettes, etc. Et il faudra aller dans des magasins spécialisés qui ne vendent que ça, qui sont les fameuses liquor stores. Alors, dans certains États, tout alcool est vendu dans les liquor stores. Dans d'autres États, la bière, les alcools faibles vont être vendus en supermarché, mais les alcools forts vont être vendus en liquor store. Et donc il y a vraiment cette typologie. À noter aussi qu'aux États-Unis, pour acheter de l'alcool, quel que soit l'endroit, c'est 21 ans minimum. C'est une obligation locale. Et ils vérifient les cartes, même quand vous avez l'air d'avoir 50 ans. On vous demande 24 pas que pour l'air. être sûr que vous avez 21 ans. C'est assez flatteur au début. Alors, on se dit je se pose la question de savoir si j'ai 21 ans ou plus. Pas du tout. Voilà, donc si vous cherchez de l'alcool, il va falloir aller les chercher dans ces magasins spécialisés la plupart du temps. Voilà, alors là on a fini avec des magasins généralistes. Maintenant on va parler plutôt des enseignes spécialisées. Où c'est qu'on les trouve? Et après, quel type d'enseignes spécialisées? Oui, alors on va les trouver dans ce qu'on peut qualifier généralement de mall. Donc le mall aux États-Unis, c'est centre commercial. Alors à proprement parler, quand on parle d'un mall sans autre précision, on parle d'un centre commercial fermé, indoor. C'est la même chose, centre commercial français, c'est comme ça. Nous, on appelle centre commercial en France. Donc ça, on va en trouver en périphérie des villes ou parfois dans les centres-villes. Mais ce qu'on va trouver le plus souvent, c'est des zones commerciales extérieures, ce qu'on va appeler aux États-Unis des shopping plazas ou bien des strip malls. Strip parce qu'en fait, les magasins sont tous alignés les uns à côté des autres, parfois même dans une sorte d'un seul bâtiment tout en longueur qui est ensuite découpé en morceaux, en tronçons pour accueillir différentes enseignes. Et en fait, le principe, c'est qu'ils partagent tous
un seul et même parking. Il n'y a pas cette notion française des zones commerciales où vous avez un parking pour chaque magasin et qu'ensuite vous allez d'un parking à l'autre. Là, vous vous garez sur le strip mall ou sur le shopping plaza et puis vous pouvez ensuite aller faire tous les magasins alignés les uns derrière les autres. Et alors, donc là, les magasins qu'on va trouver, ils sont de différents types. Donc sur une shopping plaza, on peut trouver un supermarché. On peut trouver un Publix ou un Winn-Dixie, voire même un Walmart. Mais on peut trouver sinon un department store. Donc les department stores, c'est ce qu'on va appeler chez nous les grands magasins. C'est un peu comme avant les Galeries Lafayette, etc. Donc les grosses marques américaines, c'est Sears, Kmart, Macy's, JCPenney, Kohl's, Nordstrom, etc. Donc c'est vraiment des gros magasins. Il y en a de moins en moins, ils sont trop concurrencés par le en ligne. Et voilà, souvent ça peut être ce qu'on appelle un anchor store, c'est-à-dire le magasin principal qui font que les gens viennent vers la zone commerciale et ensuite autour il va y avoir des magasins plus spécialisés. Donc ces magasins plus spécialisés, ils sont de tout type, c'est un peu comme chez nous. Par exemple, Best Buy, ça va être l'enseigne équivalente à Darty, celle qui vend l'électronique et l'électroménager. Donc ça, on va en trouver dans beaucoup de zones commerciales parce que ça ne sera vendu que là. Alors l'électronique, on l'a dit que c'était vendu en supermarché, mais l'électroménager, par exemple, si vous voulez acheter une machine à laver, il n'y en a pas au Walmart. Donc ça va être dans les magasins type Best Buy. Et on va aussi retrouver effectivement ce qui est électroménager, on va les trouver aussi dans les Home Depot. Dans les types Home Depot. Alors dans les magasins, effectivement. Du bricolage. Ouais, on va pouvoir en trouver aussi, puisque c'est du gros équipement de la maison. Donc les magasins de bricolage, ce que serait l'équivalent chez nous de Leroy Merlin, mais avec une gamme plus étoffée. Les deux gros enseignes, c'est Lowe's et Home Depot. Donc ça, vous allez en trouver sur beaucoup de zones commerciales américaines. Alors, c'est vrai que c'est assez rare que vous allez avoir un besoin très important d'aller faire des courses dans ce type de magasin. Non mais moi j'aime bien parce que justement on trouve les nouveautés effectivement, le dernier frigo, le dernier barbecue cet hiver. Ouais, c'est vrai que c'est assez impressionnant, c'est des beaucoup plus gros magasins que chez nous. Et en plus il y a plein d'échantillons, par exemple pour la peinture. Le type d'équipement de la maison est différent de chez nous et donc c'est assez marrant à se balader. Et effectivement les rayons barbecue sont énormes. Tout est énorme. Des frigos sont avec des frigos double porte géant avec des écrans tactiles, etc. Donc voilà, ce qui va être le très très haut de gamme en France va être la gamme moyenne là-bas aux États-Unis. Donc ça peut être amusant si vous avez le temps d'en visiter un. Alors il y a des magasins spécialisés qu'on n'a pas forcément en France, enfin pas à ma connaissance, qui sont les PetSmart. Ouais, PetSmart, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver assez fréquemment et c'est la grande surface des animaux de compagnie en fait, de l'aquarium aux produits pour les chats, les chiens, les oiseaux, etc. C'est vraiment des grosses surfaces. Donc nous, ça existe, des magasins pour les ça. Les animaleries, nous. Mais c'est pas exactement pareil. C'est beaucoup plus petit. Là, vraiment, c'est des grosses surfaces pour ça. Il y a aussi les GameStop. GameStop, c'est des petites boutiques qu'on va retrouver un peu partout aux États-Unis qui sont vraiment les leaders du jeu vidéo. Donc voilà, si vous cherchez, donc ça évidemment ça se trouve aussi en supermarché, chez les Walmart par exemple, mais on va trouver ces petits magasins spécialisés GameStop un peu partout aux États-Unis. Alors une des enseignes spécialisées vêtements que moi j'apprécie notamment, Rose Dress for Less. Du type de Rose Dress for Less. Marshall, Burlington, TJ Maxx, Bills. Ouais. Alors ça c'est des enseignes qui vendent des vêtements de plusieurs marques. Parce que évidemment il y a toutes les enseignes qui vendent des vêtements de leur marque. Vous pouvez avoir un magasin Levi's, vous pouvez avoir un magasin, etc. Mais dans les enseignes qui vont vendre de nombreuses marques, on va trouver ces enseignes-là et on reviendra d'ailleurs dessus dans une deuxième partie quand on parlera des achats spécifiques d'habillement. Voilà, et si on veut aller acheter des livres, alors on va... Alors, les livres, il y a un grand acteur du livre aux États-Unis, c'est Barnes & Noble. Il y en avait deux, avant il y avait Borders, mais ils ont fait faillite. Barnes & Noble, c'est les seuls qui ont survécu. Donc c'est un peu comme la Fnac, mais vous enlevez toute l'électronique, toute la photographie, etc. Vous gardez les livres. Que les livres. Voilà, donc c'est vraiment le magasin de la grosse librairie américaine, mais qui est conçu
je trouve comme une bibliothèque Comme une plutôt. bibliothèque, C'est un lieu de exactement. lecture et notamment en fait c'est aussi un lieu où les gens du quartier, enfin de la communauté comme ça, se retrouvent et il y a des lectures qui sont faites, il y a pas mal d'ateliers et autres. D'ailleurs, il y a un coin Et là- café, hein. ouais. Dans les Barnes Noble, Mm. il y a un coin café pour pouvoir commander son café. Et c'est vrai qu'on voit des gens venir s'installer, prendre un livre et Ouais. lire. Il y a des sofas où des gens se mettent par terre, etc. Mais après, il n'y a pas le prix unique du livre aux États-Unis. Donc il y a vraiment une politique de prix, de promotion, de soldes, etc. Donc c'est vrai que quand vous vous baladez dans ces magasins, il y a toutes sortes de livres. Il y a des livres qui sont vraiment sympas, il y a des livres pas chers, il y a des jolis livres. Ouais. Il y a vraiment tout est fait pour vous donner envie d'acheter du livre. Et, c'est des Et magasins de qui sont fait, on assez craque plaisants. tout le temps. Enfin, moi, je craque souvent. On Hein. craque trop. Parce que Non. après, c'est un poids énorme dans les bagages, c'est l'enfer. Mais ça le vaut bien quand même. Ouais. Donc là, on a parlé effectivement du livre. Et alors après, il y a toute une catégorie de magasins. Et je ne sais pas si tu vois où je veux en venir, Sylvain, que l'on adore. Ouais, il y a des magasins où vous n'allez pas C'est- forcément aller pour faire beaucoup de courses, mais que vous allez Non. aller pour visiter. C'est un spectacle. Voilà, c'est comme aller dans un musée Ouais. ou autre. On va citer par exemple, donc ces magasins typiquement américains qu'on ne va pas trouver en dehors. C'est outdoor. Alors effectivement, il y a Ouais. dans un premier temps, il y a les magasins d'outdoor, donc c'est tout ce qui est les activités d'extérieur. C'est la chasse, la pêche, le camping et toutes les activités nautiques, tout ce qui se fait en extérieur. Et là, il y a deux grandes chaînes qui aujourd'hui sont possédées par le même groupe, donc elles se ressemblent beaucoup, qui sont Bass Pro Shops ouais. d'un côté et Cabela's de l'autre. Et si vous voyez ce genre de magasin, arrêtez-vous. C'est juste incroyable parce que les magasins sont Ils ont une mise en scène incroyable. voilà, ils ont des centaines d'animaux empaillés constituant des scènes autour de cascades géantes. Il y a un aquarium au milieu. Et puis, ce qui est vendu est dingue. Si vous allez au rayon des cannes à pêche, il y a 500 types Ah ouais. de cannes à pêche C'est différentes. C'est complètement fou. Le Et camping, il y a puis, plein d'accessoires des accessoires différents. de camping incroyables. Et il y a le rayon des armes à feu qui est complètement étonnant pour nous parce que là, c'est des rayons énormes avec tout type d'armes en libre service ou presque. Ou tir à l'arc Le aussi. tir à l'arc, Tout est- arbalète. Ouais. Enfin, c'est vraiment très très impressionnant. Donc ça mérite le détour rien que pour le coup d'œil. Et enfin, un autre type de magasin spécialisé, alors là, plus western. Ouais, il y a des chaînes de magasins qui sont liées à l'Ouest américain et au western. Alors, dans l'habillement propre, il y a Boot Barn qui est le leader incontesté. Donc, alors à l'origine, c'est un magasin surtout de bottes, Boot Barn, mais qui aujourd'hui vend tout type d'habits style Les vestes western, aussi. vestes, chapeaux, etc. Donc, si vous voyez un Boot Barn, c'est toujours un bon arrêt. C'est assez marrant de voir tous ces vêtements qui sont portés par les gens au quotidien dans certaines régions Par des contre, c'est pas États-Unis. donné. Hein. Ça peut être cher parce Mm. que c'est des Normalement, produits de plutôt de qualité Mm. et aussi beaucoup du workwear, c'est des choses qui sont portées pour travailler. Professionnel. Donc de qualité mais un peu cher. Et puis il y a des magasins qui ont cette sous-ensemble d'habillement western, mais pas que. Ouais. Notamment les magasins CAL Ranch qu'on va trouver dans certaines régions. Et là, vous allez trouver autant des sacs de grains pour nourrir le bétail, Des coffres forts. des coffres forts pour les armes à feu et tout ce que vous avez besoin si vous travaillez sur une exploitation agricole et dans un ranch. Et aussi, du coup, les vêtements de travail, les boots, les chapeaux. Et c'est des magasins. Ouais. Si vous êtes toujours curieux, très, franchement, très, très sympas à arrêtez-vous. visiter, ouais. Voilà, on a vu différents magasins effectivement spécialisés. Maintenant, on va essayer de voir avec nos auditeurs en fait où à faire son shopping, où acheter ses vêtements. Oui, alors effectivement, dans tout ce qu'on a évoqué, il y a différents endroits où on peut acheter des vêtements. Donc si vous avez une envie shopping et que vous voulez profiter de vos vacances aux États-Unis pour faire du shopping, découvrir les marques américaines, ramener des produits qui sont peut-être plus chers en France, il y a plusieurs options. Donc l'option la plus classique, normale, c'est d'aller dans un mall, donc dans un grand centre commercial. Et là, vous avez de nombreuses marques effectivement que vous connaissez, que vous aimeriez découvrir sur place. Donc un magasin Lewis, un magasin Wrangler, un magasin Abercrombie, American Eagle, etc. Navy, Old Navy, etc. Donc tous ces magasins, toutes ces marques que vous connaissez, on va les retrouver dans des malls.
Après, c'est évidemment Ouais, les l'endroit prix sont- où les prix sont ouais. les plus normaux. Hein. Mm. On va pas dire élevés, c'est les prix qui sont normaux, c'est souvent d'ailleurs moins cher qu'en France, mais qui sont les prix normaux. Si par contre, effectivement, vous cherchez à vous vêtir avec des marques, mais à des prix plus abordables, dans ce cas-là, nous, on vous conseille les outlets. Alors les outlet centers, Ouais. ce sont des immenses centres commerciaux uniquement dédiés généralement à l'habillement. Il y a quelques autres magasins, mais enfin, c'est vraiment dédié à ça, qu'on va trouver dans la périphérie de certaines grandes villes, pas partout, et qui Il y en a quand même proposent, beaucoup, hein. N'hésitez pas à voilà, chercher. il faut chercher, Ouais. mais qui proposent des prix dégriffés souvent sur les collections précédentes. Donc c'est ce que nous on appellerait un peu les magasins d'usine. Généralement donc on va trouver deux grandes marques d'outlet qui sont Tanger Outlet et Premium Outlets. Qui vont proposer souvent au moins une centaine de magasins sur un seul et même site. Et donc dans ces magasins, des promotions importantes avec des magasins des fois d'assez grande taille. On va trouver des Nike Store, on va trouver des Levi's Store, on va trouver tout un ensemble de magasins comme ça. Et il faut vérifier aussi parce que l'été, généralement, il y a des soldes, effectivement, justement pour la rentrée. Sachant qu'ils ont une rentrée qui est avant la nôtre, anticipée, voilà. Généralement, vers courant début août, fin juillet, début août, il y a des soldes très intéressantes dans ces outlets. Donc, si vous cherchez des marques spécifiques et des produits spécifiques, regardez dans les outlet centers. Vous avez de bonnes chances de faire des économies intéressantes et de trouver des choses plutôt intéressantes aussi. Alors après, si vous n'avez pas une marque spécifique en tête, moi je vous conseille d'aller plutôt dans les magasins type Rose Dress for Less, où là, il y a de nombreuses marques, mais à prix vraiment dégriffé. Donc là, de la même manière que dans les outlets, en fait, c'est des collections précédentes, enfin, mais vraiment de l'année en cours ou vraiment des années précédentes. Là, par contre, on est plutôt dans un magasin, comment dire, où c'est plus non, les rayonnages, c'est plutôt par taille, par type de vêtements et par taille, et donc pas par marque. Ouais. Et là, il ne faut pas hésiter à fouiller, en fait. Ouais, c'est des magasins de produits dégriffés qui effectivement, par exemple, si vous... Je trouve qu'on a l'impression que ça fait un peu seconde main, mais c'est pas de la seconde main, hein, non. comme ça. Mais en fait, vous allez le rayonnage, c'est un dans peu le ça. rayon jeans, Ouais. et ensuite vous cherchez le rayon de votre taille. Vous allez dans le rayon t-shirt, et ensuite vous allez chercher dans le t-shirt de votre taille. Et là, vous allez avoir tout type de jeans ou tout type de t-shirt de cette taille-là. Mélangés, donc ça va être aussi bien un Levi's qu'un Wrangler qu'une autre marque que vous connaissez pas, etc. Ça va être aussi bien des t-shirts Nike, Adidas ou Calvin Klein parfois. Calvin Klein ou je ne sais quoi, et ils sont tous mélangés. Et vous allez farfouiller jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose qui vous plaise. Et là, pour le coup, les prix, ça peut être du 70% de réduction. Là, c'est plutôt intéressant et de qualité. Et ça reste, faut pas hésiter. Et ça reste des marques. Ouais, tout à fait. Donc, il y a ces magasins-là. Et enfin, après, pour le shopping de vêtements, il reste les Walmart. Mais alors, moi, je dirais c'est plus, effectivement... Alors, c'est des premiers prix, comme ça. Et c'est plus pour les enfants. Nous, vraiment, souvent, on a dû trouver des choses qui étaient bien, mais plus pour les enfants que pour les adultes. Par contre, au Target, là, je trouve que pour les adolescents et pour les adultes, il y a des choses... Alors, c'est casual, hein, c'est pas des vêtements de marque, qu'on peut dire comme ça, mais... C'est pas très très mode, c'est des vêtements de tous les jours, mais de qualité et pas trop cher. À des prix qui sont très corrects. Donc si vous voulez tenter, faites un tour au Target, on y trouve des choses très très sympas. Ouais. Et pour finir, donc les achats aussi sur place, hiver en fait, nous on utilise aussi parfois la vente en ligne. Alors effectivement, on peut avoir plusieurs occasions qui font que c'est intéressant d'acheter en ligne. Et après, on va expliquer comment on fait ça. Les occasions, déjà, on peut le faire en amont du voyage. Si vous, par exemple, nous, quand on campe, on achète généralement notre tente. Alors, on ne l'achète pas à chaque fois. Non, quand on renouvelle. Quand on renouvelle notre tente, on les achète aux États-Unis. Et comme on veut avoir le choix exact du modèle, plutôt qu'aller dans un magasin et de voir ce qu'il y a, on préfère la commander en ligne depuis la France, quelques jours avant le départ, et se faire livrer soit en magasin, soit en point relais. Il y a le surmatelas aussi parfois qu'on achète. Les surmatelas ou ce genre de choses. Et donc du coup, on se fait livrer dans un lieu fixe et on va le récupérer sur place.
Donc, soit on peut acheter dans certains magasins, on peut commander au Walmart par exemple, ou au Bass Pro Shop, on peut commander et se faire livrer dans un magasin spécifique, mais surtout, on peut commander sur Amazon. Pour les petites choses, on peut se faire livrer en locker. Maintenant, il y a des lockers partout. Et sinon, en point relais dans d'autres magasins. Donc, en amont du voyage, ça peut être une des raisons de le faire. Pendant le voyage, ça peut dépanner pour certains types de choses. Exemple, si vous perdez un chargeur d'ordinateur, un chargeur spécifique d'ordinateur, si vous avez un câble qui vous manque, un adaptateur de prise particulier, ce genre de petites choses qui va être assez compliqué à trouver. Vous allez faire 4 magasins avant de trouver la bonne chose, vous allez perdre du temps. Le commander sur Amazon et vous faire livrer le surlendemain dans un locker sur la route, c'est assez pratique. Faites par contre bien attention aux dates de livraison, au temps de livraison. Les États-Unis, c'est un pays beaucoup plus grand que la France. C'est vrai que quand on est habitué à Amazon, on n'a pas les mêmes délais de livraison. Amazon en région parisienne, il y a énormément de produits on est livré le lendemain ou au pire le surlendemain. Aux États-Unis, c'est plutôt souvent 72 heures, donc il faut bien viser l'endroit où vous allez choisir votre locker pour récupérer votre marchandise. Et tu disais aussi que de temps en temps, ça peut être intéressant en fait. Il y a des produits qui sont moins chers aux États-Unis, mais qu'on a du mal à trouver. Toi, par exemple, tes pantalons Wrangler, effectivement. Ouais, moi j'ai un problème avec les tailles. Je crois que je ne suis pas dans le standard de taille américain. J'ai un tour de taille trop serré pour l'américain moyen. Et du coup, souvent, quand je cherche certains produits, je ne le trouve pas à ma taille. Et du coup, on va trouver du XL, du XXL, du XXL, etc. Mais on ne va pas trouver les tailles plus petites. Du coup, quand je connais bien un produit, par exemple certains types de pantalons Wrangler, je les commande sur Amazon, je me les fais livrer en fin de séjour à un endroit fixe et puis je les récupère et je peux rentrer en France avec des produits beaucoup moins chers que ce que j'aurais acheté. Donc ça peut être sur certains types de produits, soit d'électronique, soit d'habillement où vous savez précisément ce que vous voulez acheter. Ça peut être une idée du coup de faire de l'achat en ligne. Je pense que là, on a fait un bon tour d'horizon cet hiver des différents commerces de proximité. Pour conclure, on peut dire qu'en fait, quand on est sur place, nous, ce qu'on préconise généralement à nos clients, c'est que le lendemain de leur arrivée, la première chose qu'ils font, généralement qu'ils vont se réveiller très tôt, c'est d'aller faire un petit tour dans un Walmart, Supercenter. Et là, comme ça, ils découvrent le supermarché américain, les différents rayons. Ils font leur première course justement. Généralement, ils s'achètent une glacière un cet hiver et de quoi faire des pique-niques. Ouais, c'est vraiment l'intérêt. C'est un one-stop. Vous allez aller à un seul endroit où vous aurez tout. Vous n'allez pas faire 4 magasins parce que vous voulez acheter une glacière d'un côté et puis acheter du sopalin et puis parce que vous voulez acheter du frais de l'autre, etc. Donc là, au Walmart Center, il y aura tout en un seul endroit. L'anti-moustique, votre crème solaire, exactement, du shampoing, parce que vous n'allez peut-être pas ramener le shampoing avec vous, donc nous on l'achète sur place. Voilà, vous allez faire ces premières courses. Un intérêt du Walmart, c'est qu'il est ouvert tôt, il ferme tard, c'est 6h, 23h. Oui, souvent, le Supercenter, effectivement. Donc du coup c'est pratique, vous pouvez y aller très tôt le matin ou le soir en fin de journée. Après effectivement, lors de votre road trip, vous n'aurez pas forcément de Walmart ou peut-être vous préférez justement découvrir des grocery stores de meilleure qualité, on va dire, ou des produits bio et autres. Dans ce cas-là, effectivement, vous en testerez d'autres. Dans les villes, effectivement, si vous faites des séjours à New York notamment ou à San Francisco, là, vous aurez effectivement plus des petits supermarchés ou peut-être que vous ferez des courses plus de snacks dans les convenience stores ou les drugstores. Les drugstores, effectivement. Notamment pour acheter des boissons, vous verrez, parce que l'été il fait notamment très très chaud. Mais Target, la marque qu'on citait au début, a une politique d'implantation dans certains centres-villes. Il y en a plusieurs à New York, il y en a à Downtown Los Angeles, etc. Donc dans les grandes villes, Target peut être une bonne idée pour pouvoir faire des courses en centre-ville. Il n'y a pas énormément de choix, mais les prix sont quand même plus bas que dans l'autre petit supermarché, grocery store ou convenience store qu'on va pouvoir trouver. Voilà, je pense que là on a tout vu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Nous espérons que vous avez passé un excellent moment à l'écoute du podcast Voyager aux États-Unis. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à liker si vous avez aimé et bien sûr à vous abonner si vous voulez écouter nos prochains épisodes.
Vous pouvez également poursuivre l'expérience sur notre blog voyagerosetats-unis.com ou nous contacter directement si vous souhaitez être accompagné dans la conception de votre prochain voyage aux USA. On vous dit à très très bientôt pour encore plus de soleil et de voyage au prochain épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast.